Bonjour à tous. Alors, je vous propose de commencer une autre partie de votre cours sur Rome. Ça s'appelle la romanisation une fois encore. Ça, c'est notre thème général. Et la troisième partie s'intitule la civilisation romaine. Alors, civilisation, je vous ai remis la définition ici, car c'est quelque chose qu'on a déjà vu dans nos cours, puisque c'était essentiellement la notion centrale du thème 2. C'est quoi une civilisation? C'est l'ensemble des éléments sociaux, c'est-à-dire la façon dont on se comporte dans la société, intellectuelle, la façon dont on conçoit le monde, religieux, donc en rapport avec bien sûr les pensées et les façons de concevoir l'au-delà, scientifique, technique, donc technique c'est plutôt, on va le voir pour Rome, essentiellement de l'ingénierie, hein, euh, savoir construire les routes, les aqueducs, l'architecture, et artistique que partagent une ou plusieurs sociétés. Là, on va le voir. Rome, en étendant, on l'a vu qu'elle avait étendu son territoire, mais elle va étendre aussi sa civilisation, puisque beaucoup de peuples, qui sont des sociétés différentes, vont venir emprunter, voire même enrichir la civilisation romaine d'éléments sociaux, intellectuels, religieux, scientifiques, etc. Donc c'est un rapport d'échange, surtout pour le cas de la civilisation romaine. Alors, on commence par les institutions de l'État romain. Alors la personne centrale, vous le voyez ici, c'est l'illustration 6, page 128 de votre livre. C'est une représentation de l'empereur Auguste sur une pièce de monnaie en or qu'on appelle un aureus. Et vous avez ici écrit en latin, puisque c'est la langue que parlent les Romains, le latin, Divi Pater Patriae, donc le divin père de la patrie, Caesar Augustus, César Augustus. Alors, plusieurs choses. Je vous l'avais dit, en moins 27, on crée l'Empire romain, et celui qui crée l'Empire romain, c'est justement cette personne dont le vrai nom est Octave, qui est le fils adoptif de César. Pour faire les choses courtes, la République était de plus en plus instable, elle a connu de nombreuses guerres civiles, même si elle a continué de s'étendre. Il y a eu aussi des luttes entre des hommes politiques à Rome. Ça a créé des guerres civiles, c'est-à-dire que certains citoyens romains se sont battus contre d'autres citoyens romains. Rome a d'ailleurs été pillée, massacrée lors de ces guerres civiles d'un côté et de l'autre, notamment pendant la guerre entre Marius et Sylla. Donc c'est vraiment pendant la République de très mauvais souvenirs, et beaucoup de citoyens recherchent l'ordre, recherchent enfin l'arrêt de ces guerres et puis une stabilisation, quitte à perdre un peu de leur liberté. Deuxième chose, c'est que après la mort de César en 44 avant Jésus-Christ, il y a plusieurs personnes qui vont succéder. On a notamment Marc-Antoine, qui est un grand général, qui est pressenti pour prendre la suite de César. Puis on a aussi Octave. Euh, Ils vont se livrer une guerre, Octave va la gagner. Et pour bien montrer sa légitimité, il va faire deux choses. Il va se dire le descendant de César, parce que César était très très populaire auprès des gens relativement pauvres de Rome, et c'est surtout les plus riches qui n'aimaient pas César et qui voulaient continuer à garder le pouvoir, mais les plus pauvres aimaient César, donc c'est pour ça qu'il se réclame fils de César et qu'il le met dans son nom. Augustus, ça veut dire choisi des dieux, je vous l'avais dit, donc c'est une façon aussi de se déclarer légitime, parce que on dit, ben voilà, moi je suis choisi par les dieux, donc qui peut s'opposer à la volonté des dieux? À Rome, ça commence à devenir très compliqué, puis il dit oui, ici c'est divin, hein, donc on a encore l'autre idée que on est de société d'extraction, de choix divin, et père de la patrie, parce que effectivement l'empereur va avoir une politique paternaliste, notamment une volonté de donner de la nourriture aux plus pauvres. Et ça va énormément plaire. Je le répète, c'est plutôt les riches qui sont hostiles à l'Empire romain. Les plus pauvres sont plutôt, au contraire, favorables à l'Empire romain.
Alors, là, vous avez le temple, justement, qui va être construit après la mort de César, puisqu'on va diviniser César, hein, c'est le temple du divin César. Donc, on voit bien cette autorité de l'empereur qui vient de euh, d'une justification divine, mais aussi d'une justification populaire. Alors, empereur, ça vient de quoi? On l'avait vu dans la République, hein, c'était normalement, on était consul pendant 1 an, mais avec César, on va utiliser le terme de dictateur à vie. Donc, c'est-à-dire que on a les pouvoirs, tous les pouvoirs, mais de façon, normalement c'était de façon temporaire sur la République pour résoudre des crises, là ça va être à vie. Euh, un empereur vient du l'imperatus, l'imperio. Imperio, ça veut dire le pouvoir, et normalement il y avait le pouvoir militaire et le pouvoir à l'intérieur de la ville de Rome, plutôt le pouvoir politique. Là, l'empereur va avoir les deux pouvoirs. C'est lui qui va, on le voit ici, diriger l'armée, mais il va aussi avoir le pouvoir politique, faire les lois et rendre la justice, diriger l'administration, et c'est lui qui va nommer les hauts fonctionnaires. Il n'y a plus d'élection, plus de tirage au sort, c'est lui qui nomme ceux qui ont vraiment du pouvoir. Donc on voit bien qu'il a tous les pouvoirs politiques, et il a aussi cette armée dont on va le voir qu'elle est essentielle parce que depuis plusieurs réformes, on va notamment avoir une armée qui, elle aussi, est une armée plutôt de gens pauvres. Avant le deuxième siècle, on avait une armée qui était une armée élitiste. Il fallait payer pour faire partie de l'armée, et c'était une armée des citoyens les plus riches. Mais c'était pas une armée qui restait tout le temps. À partir progressivement, dans l'histoire de la République, ça va se poser la question du recrutement parce que les gens riches veulent plus faire la guerre, surtout que souvent la guerre est très très loin dans d'autres provinces de la République. Donc, on va proposer aux gens pauvres de faire partie de l'armée, et cette fois-ci, ils n'auront plus besoin de payer pour faire partie de l'armée, mais ils vont avoir au contraire des privilèges. Donc, si tu es pauvre puis que tu fais partie de l'armée, tu vas recevoir à la fois un salaire, une solde, comme on appelle. Tu vas recevoir aussi euh, une participation de butin, c'est-à-dire que quand tu conquiers de nouveaux territoires, ben, le général va piller les villes et tu vas avoir une partie du butin. Et à la fin de ta carrière de militaire, tu reçois une terre que tu pourras transmettre à tes enfants. Donc c'est très intéressant, mais surtout aussi, il y a une fidélité de l'armée aux généraux. C'est pour ça que beaucoup d'empereurs vont être d'anciens généraux. Hein. Anciens généraux, pardon. Contrôler la vie religieuse, on l'a vu, il y a vraiment une volonté, on l'a vu dans la pièce, de s'inscrire dans une image de choisi des dieux. Hein, donc, bien évidemment, ça vient renforcer le pouvoir de l'empereur qui ne peut pas être contesté. Le Sénat. Alors ça, c'est l'ancienne institution de la République. Mais on voit bien que ce qui a changé, c'est que maintenant, les anciens magistrats sont nommés par l'empereur. En fait, ce sont d'anciens magistrats qui ont servi et qui ont été nommés par l'empereur qui vont faire partie du Sénat. Alors, ils donnent des avis à l'empereur. Donner un avis, ça veut dire que l'empereur n'est pas obligé de le respecter. Ils confirment ses décisions, ils administrent les finances de la ville de Rome et confirment la succession de l'empereur. C'est-à-dire quand l'empereur meurt, souvent, beaucoup d'empereurs vont essayer de faire en sorte que ce soit leur enfant qui leur succède, mais ça va pas être aussi simple parce que des fois l'enfant n'est pas jugé digne, il va y avoir beaucoup d'assassinats, etc. Donc on va avoir plusieurs lignées d'empereurs au fil du temps, et c'est là le rôle le plus important du Sénat, même si souvent il ne fait que valider un fait accompli, c'est-à-dire souvent un général, euh, une personne qui prend le pouvoir, puis le Sénat n'a pas grand-chose à dire, puis elle valide. Les magistratures, c'est les administrateurs de l'État. Leur candidature est choisie et soumise au Sénat par l'empereur. Ils s'occupent des finances, de la justice et de l'armée et de la ville de Rome. Donc c'est sûr que l'empereur a tous les pouvoirs, mais il peut pas être partout, donc il reçoit des aides de la magistrature. Les comices, c'est les assemblées regroupant les représentants du peuple. Donc on a encore l'idée qu'il y a quand même le peuple de représenter. Donc on voit, il propose les candidatures des magistrats, les nominations sont ensuite confirmées par l'empereur, puis soumises au Sénat.
Le conseil impérial, c'est conseillers, amis, membres de la famille de l'empereur, ils assistent les empereurs dans les décisions. Et l'office des palatins, qui regroupe les ministères regroupant les fonctionnaires, sont des spécialistes souvent qui vont effectuer les tâches administratives parce que l'empire devient extrêmement complexe. Je l'ai dit, l'empereur peut pas être partout. Puis surtout, ça demande une connaissance quand même des peuples que l'on administre parce que Rome est pas quand même elle veut diriger les provinces, mais avec une certaine souplesse. Le but, c'est pas que des rébellions éclatent partout. Donc, il faut quand même une bonne connaissance du terrain. Donc, voilà un peu pour les institutions au deuxième siècle. Euh, on voit que c'est clairement l'empereur qui a tous les pouvoirs, et ça, c'est vraiment ce qu'il faut retenir. Le Sénat, les comices, c'est essentiellement pour faire croire que la République existe encore. Il y a vraiment une volonté de faire croire comme si rien n'avait changé, là, mais c'est plus une parodie de pouvoir qu'un pouvoir réel. Le Conseil impérial, lui, a du pouvoir, mais certaines personnes se font exécuter aussi par l'empereur. Hein. On peut penser à Sénèque, qui était la personne qui a éduqué Néron. Les magistratures et les offices palatins, c'est eux qui sont, je dirais, les éléments nouveaux, vraiment faits pour que la gestion de l'Empire soit efficace et pour aider l'empereur. Alors, si on continue ensuite à la page 129, on a les citoyens. Alors, les citoyens dans la société romaine, on a une évolution, notamment au sein de l'Empire, parce que si on regarde le schéma traditionnel, on avait des esclaves, des affranchis, des étrangers ou pérégrins, et tout cela était non-citoyen. Les plébéiens, c'est-à-dire les personnes plutôt pauvres d'extraction populaire de Rome, donc des artisans, des commerçants, des paysans, et les patriciens qui étaient plutôt membres de la noblesse romaine, eux sont citoyens. C'est-à-dire qu'ils vont avoir le droit de posséder, de faire du commerce, etc. On a quand même des personnes qui sont libres, c'est-à-dire libres de se déplacer. Ici, on voit que ça inclut les pérégrins, donc les étrangers, et les affranchis. La grande nouveauté, c'est que en 212, il y a un édit qui fait que l'édit de Caracalla ici, tous les pérégrins dans l'Empire ont le droit de cités romaines, étant entendu que maintenant les cités de toutes sortes, excepté celles d'Éditis. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'avant, être citoyen romain, c'était essentiellement des gens qui étaient nés à Rome, des gens de Rome. Là, ça va être aussi, dans toutes les grandes villes de l'Empire, la possibilité de devenir citoyen. Donc là encore, ça permet d'intégrer plus de monde dans la vie de la citoyenneté, donner plus de droits à plus de monde. Alors, un homme libre pouvait devenir citoyen comment? Donc, les hommes libres, on l'a dit, qui n'étaient pas citoyens, les étrangers, les affranchis, comment pouvaient-ils devenir citoyens? C'est ce que vous dit votre livre à la page 129. Ils pouvaient avoir servi 25 ans dans l'armée. Je vous l'ai dit, l'armée romaine, c'est aussi un moyen de s'élever dans la société. Et ils pouvaient aussi faire une demande à l'empereur en présentant un dossier prouvant sa fidélité à Rome et le fait d'avoir adopté la culture romaine. Ça va se faire dans plusieurs villes, notamment par des gens qui sont relativement riches, qui vont aider à ce qu'il n'y ait pas de rébellion, qui vont aider, qui vont offrir des cadeaux à l'empereur, etc. Donc c'est une façon aussi souvent pour les gens riches à l'extérieur de Rome de se faire reconnaître la citoyenneté ou faire partie d'une cité qui a appuyé Rome durant une guerre et dont tous les habitants ont obtenu la citoyenneté. Ça arrive que certaines cités vont défendre les intérêts de Rome et en récompense, l'empereur va donner la citoyenneté à tous les habitants de cette cité. Alors, même si la citoyenneté devient plus accessible, le pouvoir politique des citoyens est restreint, effectivement, on n'a pas vraiment de droit de vote dans l'Empire, et le pouvoir politique se concentre dans les mains de l'empereur, c'est ça qui est important à comprendre. Alors, il y a encore certaines personnes exclues, notamment les femmes. Hein, c'est sûr que
devenir citoyen, c'est considéré comme un honneur, et les femmes romaines ne peuvent pas obtenir la citoyenneté, elles n'ont pas vraiment de droit politique, même si certaines vont quand même elles sont considérées comme mineures, mais des fois en essayant elles vont gérer pour leurs époux, gérer pour leurs fils certains commerces, et vont avoir aussi une influence dans la vie politique. Plusieurs femmes quand même, qui même si elles n'ont pas le droit reconnu, vont avoir un impact en tant que proches des empereurs. Elles ont quand même une certaine liberté, elles peuvent sortir seules, fréquenter le commerce, qui leur permet d'assurer le fonctionnement de leur maison dont elles ont la charge. C'est une différence avec les femmes d'Athènes. Elles participent à la vie sociale et culturelle, par exemple, elles assistent au banquet, elles vont au théâtre, donc c'est pas des femmes recluses qui sont dans des gynécées comme à la grecque, mais justement, elles peuvent quand même s'exprimer plus, elles peuvent sortir, etc. Surtout les femmes riches, bien sûr. Mais elles vont être présentes, notamment dans les jeux romains, qui sont quelque chose qui vont être typiques de l'Empire romain. Je vous ai mis aussi cette statue qui est justement l'empereur Septime Sévère, qui est né en 146 et mort en 211. Pourquoi je vous ai mis cette statue? Parce que Septime Sévère, justement, c'est l'exemple type de quelqu'un qui est né en Afrique du Nord, donc hors de Rome, et qui pourtant va être citoyen romain grâce au fait que son père avait au 1er siècle acheté une charge romaine, etc. Donc, on voit bien que l'Empire est quand même souple et qu'on va même avoir un empereur qui vient d'Afrique du Nord, donc qui est citoyen et qui vient d'Afrique du Nord, qui va avoir une grande carrière de général avant de devenir empereur. Donc, ça prouve quand même que l'Empire est pas totalement fermé et que n'y a pas une généalogie fixe. Le droit romain, ça c'est l'autre partie qui est vraiment importante à comprendre, c'est un héritage que l'on a véritablement des Romains, c'est-à-dire que le sens de la justice va être dans la gestion des procès, c'est directement l'inspiration de notre justice actuelle. Au milieu du 5e siècle avant Jésus-Christ, donc déjà pendant la République, on avait des lois qui n'étaient pas les mêmes pour tous les Romains. À savoir que si vous étiez pauvre, il y avait des chances que vous ayez moins de droits qu'un patricien. Donc dans un procès entre plébéien et patricien, le patricien risquait de gagner son procès, même si c'était lui qui avait commis la faute. En général, donc les jugements favorisent les patriciens, donc les plus riches, ce qui mécontentent les plébéiens. Vers 450, un premier code de loi romain, la loi des 12 tables, fixe les lois et on les fait connaître à tous. Tous les citoyens romains deviennent égaux devant la loi. Donc là, c'est pendant la République, mais ça va rester sous la Rome impériale. Tous les citoyens sont égaux. Dorénavant, les jugements doivent être rendus selon les mêmes principes de la loi. Cela ne règle toutefois pas les inégalités sociales. Au IIe siècle, on a plus de lois qui vont être prises sous la République, et cela les rend difficiles à connaître et à appliquer de la même façon. Tous les habitants de l'Empire. Au IIe siècle après Jésus-Christ, donc pendant l'Empire. Comme il y a trop de lois, là, on s'y perd un peu. Donc l'empereur Adrien publie l'édit perpétuel. Ce document regroupe toutes les lois romaines, ce qui va éviter aux juristes de chercher un peu partout. À partir de cette date, les mêmes lois sont appliquées partout dans l'Empire et seul l'empereur a le droit de pouvoir changer ces lois. Cependant, une loi locale peut être conservée dans une province si elle ne contredit pas une loi romaine et si elle ne va pas à l'encontre de l'autorité romaine. C'est-à-dire qu'on laisse quand même une souplesse, mais il faut que ça respecte le cadre romain. Alors, certains principes du droit romain ont influencé les systèmes juridiques de plusieurs sociétés aujourd'hui. Une personne accusée est considérée comme innocente jusqu'à la preuve de sa culpabilité. C'est encore exactement la même chose aujourd'hui. Si on vous accuse, vous êtes innocent, il faut fournir une preuve absolument de votre culpabilité, sinon vous êtes blanchi. Toute personne accusée a le droit de se défendre devant un juge. Un jugement doit s'appuyer sur des preuves, pas seulement sur une impression ou une certitude, un préjugé, il faut qu'il y ait des preuves. La personne qui accuse ou qui se plaint, le plaignant doit prouver qu'elle a raison de se plaindre ou d'accuser l'autre personne qui l'accuse. Donc là encore, le système de la preuve. Ce sont seulement les faits, les actes ou les événements qui permettent de juger l'importance du crime ou d'une infraction. On va effectivement pas avoir la même sanction selon le crime. Et personne ne peut être puni pour ce qu'il pense, donc on a quand même une liberté de penser.
On passe en dernier point à la page 131, c'est la Rome impériale. Rome, on l'a dit, c'est vraiment le centre de l'Empire. C'est une ville qui va grossir, 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 à tel point qu'à un moment, elle va être totalement ingérable. On dit que c'est une ville qui pue, qui est totalement désorganisée, et ce qui amène en 64 après Jésus-Christ un gigantesque incendie dont on va accuser l'empereur Néron, mais dont on sait aussi que la plupart du temps c'est dû à l'insalubrité dans la ville. Et au IIe siècle après Jésus-Christ, il y a eu plusieurs aménagements, plusieurs constructions en dur qui fait que Rome est devenue une très belle ville et elle compte plus d'1 million d'habitants. C'est le centre politique, culturel et religieux avec de magnifiques choses. Alors là, on voit le forum. Donc là, le forum, c'est l'endroit où on trouve le palais impérial. Pardon, le forum, c'est l'endroit où la place publique où les Romains discutent de politique et font du commerce. C'est là où, sous la République, c'était vraiment un élément du pouvoir. Le palais impérial est un peu à l'écart, sur une colline, le Mont Palatin, ici. C'est notamment sous Néron un palais qui va être absolument gigantesque puisqu'il va recouvrir toute cette partie-là de Rome, et après la mort de Néron, on va diminuer le palais, mais il reste tout à fait de taille acceptable. Les services publics, alors ça c'est typique de Rome, on voit ici un très bel aqueduc, c'est ce qui amène l'eau courante à Rome. Les thermes, puisque on a aussi, donc ici, les termes sont, si je me repère, le 6, il doit être, il n'est pas sur la photo, hop, ils sont ici. Donc les termes, c'est les bains publics, c'est l'endroit où on a une bonne hygiène. Et puis on a le Colisée ici et le Cirque Maximus qui sont les endroits de divertissement. Donc on voit aussi beaucoup insister sur le fait qu'un empereur populaire est un empereur qui donne deux choses à ses citoyens. Tout d'abord, il va leur donner de quoi se nourrir pour éviter les révoltes et pour rester proche de la plupart de la population pauvre de Rome, ce qui évite les soulèvements populaires. Et il va occuper cette population, notamment avec les jeux. Donc là, on a les courses de chars dans ce gigantesque cirque Maxime, et le fameux Colisée qui tient son nom en fait je vais vous la montrer, la statue qu'un des empereurs avait fait, non, on voit pas, en tout cas, qui est un gigantesque colosse, et après la mort de Néron et sa destitution, va décider de construire un gigantesque et très bel endroit de plaisir. Alors là, on a des voiles qui permettent aux citoyens d'abriter du soleil, on a les gradins, et tout en bas, on a une machinerie extraordinaire qui permet de faire apparaître les lions comme par magie. Donc c'est vraiment du grand spectacle. On a bien sûr des combats de gladiateurs, des gladiateurs qui se battent entre eux, mais des gladiateurs qui se battent contre des bêtes sauvages. On a aussi des reproductions de combats navals. C'est absolument extraordinaire. Et ça permet d'occuper le peuple. Donc voilà pour une présentation de Rome et de ses institutions. Vous pouvez faire les 4 pages d'exercice qui suivent. Et si vous avez des questions, bien sûr, je reste à votre disposition. Donc les pages que vous avez à faire désormais sont les pages 132, 133 et 134. Voilà, travaillez bien.